Donc j'attends peut-être que tous les participants sont bien en place. A priori, tout le monde est OK. Je vérifie quand même que vous êtes tous connectés, c'est parfait. Donc tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux pour participer à cette table ronde dématérialisée. Donc c'est une première. Je remercie bien entendu nos intervenants et je laisse Philippine présenter les participants à cette table ronde avant de reprendre la parole pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette table ronde. Donc bonjour à tous, j'ai plaisir à vous accueillir pour cette visioconférence sur le thème de la dématérialisation et de l'interprofessionnalité. La période que nous venons de traverser nous a fait développer de nouvelles manières de travailler, de communiquer et surtout nous a permis de réaliser qu'il était très important de rester connectés entre nous pour la poursuite de nos activités. Chez Tribuca, pendant le confinement et surtout depuis, on œuvre tous les jours pour vous apporter toute l'information économique locale et dans tous nos médias, que ce soit le print ou le web, pour que vous restiez bien connectés avec votre écosystème économique local. C'est pourquoi, dans cette optique, on a souhaité, avec l'Exbase, notre partenaire historique éditeur juridique, vous réunir et échanger sur ces thèmes que la période de confinement a placés au premier plan. Donc, pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter donc Madame Sylvie Roule, qui est la présidente de la commission administrative des experts comptables des Alpes-Maritimes, Maître Thierry Troin, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, Maître Fabrice Morel, qui est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, Maître Jean-Charles Albertini, président de la Chambre départementale des huissiers et président également de l'APIDEX 06, et Maître Thomas Laubry, qui est membre du bureau de la Chambre départementale des notaires et également président du groupement notarial Entreprises et Patrimoine. Donc, la première partie de cette table ronde va être animée par Franck Sabat, qui est le directeur commercial sud de l'Exbase et qui par ailleurs est avocat de formation. Et donc, je lui passe la parole pour la suite et l'ouverture de la table ronde. Eh bien, moi aussi, j'ai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Philippine Léon Fédé, qui est, en plus d'être la présidente de la tribune, a exercé pendant plus de 10 ans en tant que notaire. C'est pourquoi elle abordera la deuxième partie de cette table ronde de la dématérialisation, mais plutôt sous l'angle de l'interprofessionnalité. Maintenant, dans cette première partie, on va consacrer surtout à l'organisation des professions juridiques et comptables face à l'essor inéluctable de la dématérialisation. En fait, on a bien entendu plusieurs questions et on va essayer d'y répondre. On va se demander déjà si le confinement a été plutôt un accélérateur ou un frein à cette dématérialisation. Et on essaiera aussi de mesurer, en fonction des témoignages que l'on va recueillir, si certaines professions étaient plus préparées ou mieux équipées que d'autres professions. Pour y répondre, l'idée, c'est bien entendu de faire un tour de table de tous les intervenants. Et on a remarqué, on va commencer par la justice, que si la justice, qui est quand même un service public essentiel, s'est confinée très rapidement, elle a eu du mal à se déconfiner, c'est le moins qu'on puisse dire. On a encore des exemples concrets de référés fixés au 15 septembre, par exemple. Et donc, je vais d'abord me retourner vers les deux bâtonniers, les représentants des avocats de Nice et de Grasse. Et je vais commencer par vous, monsieur le bâtonnier Fabrice Morel, bâtonnier de Grasse. Selon vous, en quoi la dématérialisation est-elle devenue un enjeu pour la profession d'avocat ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette période, enfin voilà, les initiatives qui ont été prises? Alors, en titre de préambule, il faut quand même préciser que les avocats, nous sommes prêts au niveau de la dématérialisation pour les outils professionnels que nous devons vis-à-vis de nos clients. Nos cabinets pouvaient continuer de fonctionner en ce qui concerne, si on voulait avoir une liaison avec les clients et aussi avec les juridictions. Je rappelle quand même que nous avons e-barreau qui existe depuis plus de 15 ans, qui nous permet de transmettre des actes, de faire des constitutions, d'adresser des pièces et des conclusions, tant à nos confrères qu'aux juridictions. Nous avons e-Carpa, donc la Carpa est aussi dématérialisée, qui permet quand même à l'avocat, dans un domaine en informatique, de consulter à distance la situation des comptes, des sous-comptes de la Carpa pour savoir dans quel dossier où se trouve le solde des comptes. Nous avons e-Act aussi qui permet aussi à l'avocat de dresser des actes à distance avec une signature sécurisée pour les clients. Il y a aussi la e-procédure participative qui nous permet normalement de participer donc à cette procédure toujours en dématérialisé.
Nous avons l'e-convention d'honoraires qui permettait encore à l'avocat, avec son client, de lui faire signer des conventions d'honoraires toujours à distance et toujours sécurisées. Donc, nous avions tout un tas d'outils pour que le cabinet d'aujourd'hui soit aussi le cabinet du futur. Après, nous avons vraiment un gros problème, c'est la communication avec les juridictions, parce que nous sommes tributaires, bien entendu, du ministère de la Justice, et on s'est rendu compte que dans le cadre de la dématérialisation, si nous étions effectifs, c'était tout autre de la part de la chancellerie et du ministère de la Justice et des juridictions. Alors, ce que je vous dis, c'est pas tellement moi qui le dis, c'est même reconnu par Madame la première présidente de la Cour de cassation, qui a quand même, au mois de mai 2020, indiqué que l'institution judiciaire accusait d'importantes failles technologiques. Ça veut dire que, tout simplement, si nous pouvions communiquer avec les greffes et les juridictions, eh bien, en face, malheureusement, ce n'était pas opérationnel. Et finalement, cette crise a montré que si l'institution judiciaire, elle, malheureusement, accuse d'importantes failles technologiques au niveau des greffes, et que l'enjeu de cette crise était maintenant d'en tirer toutes les conséquences pour que la dématérialisation devienne vraiment une réalité pour toutes les juridictions et que l'on puisse, en cas de nouvelle pandémie, interagir, communiquer avec les greffes, sachant que ça passe par donc une rénovation du RPVA qui est maintenant ancien. Il y a une nouvelle version qui va sortir, mais nous sommes aussi tributaires complètement du budget de la justice, parce que même si le Conseil national des barreaux il fait énormément dans ce domaine pour nous doter d'outils interactifs dématérialisés, les budgets du ministère de la Justice ne suivent pas, et là, nous ne sommes pas là pour compléter ces carences de la part du ministère. Voilà la situation telle qu'elle se présente, à mon sens, pour les barreaux, tous les barreaux de France. Est-ce que vous avez notamment noté pour les modes alternatifs de règlement des conflits, justement, un développement, un sursaut, un rebond pour pallier justement aux problèmes des audiences? La difficulté par rapport au confinement, c'est qu'il faut aussi que le grand public soit équipé. Parce que si on veut développer les mardes, il y a pas, bien entendu, il faut pouvoir toucher les personnes que l'on souhaite rapprocher. Et là, c'est un problème d'équipement des personnes en individuel. Donc, c'est un équipement global de la nation qu'il faut pouvoir revoir dans un cadre d'un plan numérique. Si l'on veut aussi développer les procédures participatives et les modes alternatifs de règlement des différends de manière efficace et pérenne en cas si on souhaite recourir à la dématérialisation totale. D'accord. Et juste peut-être un point que je voulais aborder aussi, concernant les procédures sans audience qui se sont multipliées, vous y voyez là un danger ou c'était une petite parenthèse liée au contexte? Non, malheureusement, alors les procédures sans audience, bon, elles ont été instituées, on pouvait les comprendre dans le cadre au plus fort de la pandémie. Le principe de la procédure sans audience, c'est qu'en fait, on discute avec le greffe soit par mail lorsque le greffe n'est pas raccordé au RPVA, soit directement donc au greffe raccordé au RPVA, et on indiquait si on acceptait la procédure sans audience. Après, la difficulté, elle se comprend au plus fort de la pandémie, mais maintenant, les procédures sans audience, il faut que les audiences reprennent en présentiel, que nous puissions réinvestir les palais de justice, enfin surtout les audiences. Ça se fait déjà beaucoup. On a encore maintenant, pas des foyers de résistance, mais quelques audiences pour lesquelles on est toujours sur cette ancienne procédure sans audience qui ne nous permet pas de plaider. Voilà, sauf à demander un rendez-vous judiciaire, il faut le reconnaître, que l'on a quelques semaines plus tard. Mais ça veut dire des audiences organisées et rajoutées par le greffe, qui est un surcroît de travail énorme. Donc on devrait sortir de cette procédure sans audience maintenant, à partir du 10 juillet, je l'espère. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. On aura l'occasion dans tous les cas d'échanger, mais c'était important déjà de faire un premier tour de table et d'avoir un petit peu vos témoignages. Je m'adresse directement maintenant à vous, Monsieur le bâtonnier de Nice, Thierry Troin. Quels sont là aussi un petit peu vos regrets, vos projets et peut-être même vos idées que vous vouliez peut-être faire partager? Alors, il faut juste réouvrir le micro en cliquant sur muet. Ah, peut-être que c'est Anaïs de le faire à distance.
Non, permettez-moi encore une fois d'intervenir. J'espère bien. Il peut appuyer sur la barre d'espace et le micro se déverrouille automatiquement. Il relâche la barre Génial. d'espace et ça. Voilà. Je vous engage pour la prochaine, monsieur Thuliez. Est-ce que c'est bon? Sylvain Samira. Vous m'entendez, Franck? Parfaitement, merci, monsieur le bâtonnier. Merci de me donner la parole. Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par monsieur le bâtonnier Morel. Effectivement, sans être tout à fait prêt dans cette période inédite, parce que je crois que personne n'était prêt à vivre ce qu'on a vécu et qui est complètement inédit, les services dématérialisés de l'ordre et des CARPA étaient prêts. Puisque nous, pour le reprendre un peu chronologiquement, nous avons mis en télétravail les services de l'ordre tout de suite, immédiatement, 2 salariés qui pouvaient travailler en télétravail et assurer la communication de l'ordre vis-à-vis des avocats, puisqu'il fallait une communication de ce qui se passait au palais, puisque le palais était quasiment fermé, sauf pour les audiences pénales. Donc il fallait organiser toute la chaîne pénale. Et l'ordre était prêt à communiquer avec un salarié en télétravail. Mais aussi, et c'est important pour les maniements de fonds pour les clients, puisque nous manions des fonds dans le cadre de nos procédures et dans le cadre de nos contrats et dans le cadre également des ventes aux enchères. Et là encore, nous avons pu tout de suite mettre un salarié en télétravail et opérer des ICARPA, comme on dit, dématérialisés, avec des virements bancaires. Donc, l'ordre était prêt. Je pense que les avocats également étaient prêts parce qu'on est quand même, depuis quelque temps, assez bien équipés en ordinateur, en matériel, en logiciel métier, qui font que les cabinets, quasiment tous les cabinets, ont pu se mettre en télétravail. Autrement dit, malgré l'absence d'audience, les cabinets pouvaient travailler le fond de leur dossier, c'est-à-dire conclure, recevoir leurs clients en visioconférence et au téléphone, et pouvoir rédiger des actes, que ce soit en matière judiciaire ou en matière juridique. Donc de notre côté, je pense qu'on était prêts. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un blocage avec la juridiction, on doit bien le reconnaître, puisque lorsqu'il y a fermeture totale des juridictions, il n'y a pas d'audience. Quand il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de jugement. Et je dirais que le 3/4, voire 80% des magistrats étaient confinés chez eux puisqu'il fallait jouer, et je le comprends parfaitement, le jeu du confinement. Ce qui a été organisé au niveau du palais de justice, ce sont les audiences pénales d'urgence, avec de la visioconférence très limitée, parce que les moyens techniques étaient limités. Et donc, si vous voulez, si on a développé 1% du contentieux habituel, c'est le bout du monde. Donc, effectivement, la justice était bloquée. Non, je sais qu'au niveau pénal… Allez-y, pardon, monsieur le bâtonnier. Non, pas de souci. Le blocage, pour parler de blocage, et ce sur quoi il faut travailler, c'est pour ça que je réponds à votre question, c'est travailler à un véritable système de visioconférence pour les audiences, sans oublier les audiences, puisque nous, les avocats, nous sommes très attachés à l'audience, parce que je pense qu'il faut aller plaider les dossiers, il faut faire des observations dans les dossiers, donner un éclairage différent, mais la visioconférence peut, en cas de crise sanitaire, se substituer à l'audience en présence. On a beaucoup parlé de présentiel. Donc ça, c'est la première chose à développer, puisque en fait, les systèmes étatiques sont équipés de systèmes de visioconférence, mais très limités, qui ne fonctionnent que très peu et qui n'ont fonctionné que de manière semi-efficace avec les maisons d'arrêt, puisqu'il a bien fallu juger les gens qui étaient en maison d'arrêt dans les procédures où il y avait des problèmes de remise en liberté et de délai de procédure. Mais à part ça, lorsqu'on a voulu mettre en œuvre des audiences civiles pour pouvoir plaider des dossiers en visioconférence, cela n'a pas été possible parce qu'on a considéré que le système de visio n'était pas suffisant et qu'en plus, on ne voulait pas, du moins les juridictions n'ont pas voulu utiliser Zoom, enfin tout un système, tous les systèmes possibles de visioconférence, considérant qu'ils ne présentaient pas les conditions de sécurité souhaitées par le ministère. Donc première chose à développer, c'est la visioconférence pour les juridictions. Après, il y a également, je veux finir mes premières observations sur un point positif, ce qui a quand même été développé, c'est le PLEX, ce qu'on a appelé le PLEX, c'est-à-dire la transmission des dossiers en matière pénale de manière numérisée. À Nice, on a beaucoup de retard, notamment par rapport à Grasse, et à chaque fois je suis jaloux de Grasse parce qu'ils ont déjà mis en œuvre le système. C'était un système qui, par une convention spécifique entre le tribunal de grande instance de Grasse et l'ordre des avocats au barreau de Grasse. Mais Plex, c'est un système qui a été mis en œuvre par le CNB en collaboration avec le ministère et qui permet de numériser les dossiers en matière pénale et de les communiquer par le RPVA, qui est notre système des avocats via le CNB, ce qu'on appelle e-barreau. Donc quand même,
un effet bénéfique à ce confinement, c'est que quelque chose qui était dans les tuyaux depuis 2 ou 3 ans et qui n'arrivait pas à sortir parce que les juridictions avaient du mal à se numériser, notamment la juridiction niçoise, eh bien on est arrivé à le sortir. Et maintenant, on va pouvoir avoir la communication des dossiers en matière pénale et peut-être un peu plus tard en matière civile, grâce à ce confinement qui a accéléré les choses. Le PSA, ça a été une obligation. On a été obligé de faire des procédures sans audience, sinon les justiciables n'avaient pas de jugement. Que ce soit bien clair, pendant 2 mois, on n'a pas eu une sortie de jugement, et ce qui a permis de sortir des jugements depuis 2 mois, c'est le PSA et la reprise en présence des audiences. Et là, on est en reprise quasi totale de toutes les audiences. Donc, moi, évidemment, je suis satisfait. Je souhaite que toutes les audiences soient en présence, bien entendu. Donc l'idée, si j'ai bien compris aussi, c'est que l'initiative qui a été menée à bien avec Pelex sur le pénal soit étendue également au civil. Ce serait un souhait de votre part, cet échange dématérialisé. Tout à fait. Jusqu'à l'audience. Ce qui est très important, je pense, c'est qu'effectivement, les avocats sont déjà adaptés et les services du tribunal aussi, mais qu'un maximum de dématérialisation puisse s'opérer pour la communication des documents et arrêter ces dossiers papier, ces envois papier. On en est encore à la disquette au niveau pénal à Nice. Que ça, on puisse le dématérialiser, que par contre soit sacralisé, c'est notre but, les audiences. C'est-à-dire qu'en bout de course, il doit y avoir une audience publique et cette audience publique permet aux justiciables d'être défendus et d'avoir un relais différent que le relais de l'écrit. Voilà un peu les 2 idées. Dématérialisation massive, mais audience en présence parce qu'on ne peut être jugé que face à son juge, à mon avis. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier, pour ce témoignage. Moi, ce que j'ai noté aussi à mon niveau, puisqu'on fréquente pas mal les avocats, c'est que j'ai l'impression un des points positifs de ce confinement, ça a été pour toutes les professions, pour les avocats peut-être qui étaient plus restreints au niveau de la publicité, c'est aussi de découvrir les réseaux sociaux. Il y a eu en plus une évolution du RIN avec la fin de la distinction entre publicité personnelle et professionnelle. Et peut-être que là aussi, cette période-là a un peu démystifié la publicité et a permis, pourquoi pas, d'ouvrir les avocats au réseau, aux formations, aux tables rondes qu'on est en train de vivre ensemble. Donc, c'est peut-être aussi un point positif, c'est l'ouverture des professions juridiques à tout ce qui est réseaux sociaux. Tout à fait. On a d'ailleurs eu des formations 2 fois par semaine en visio, avec du succès, 100, 150 personnes. Plus qu'en présentiel. On a créé du lien là où il n'y en avait plus, puisque pendant le confinement, on n'avait plus de lien. On a gardé le lien grâce à ça également entre avocats ou avec les professions juridiques. Donc, effectivement, ça a donné lieu à un développement de la visioconférence. Alors, ça aura ses avantages, pour des petits rendez-vous faciles, pour des signatures faciles. Effectivement, la visio peut avoir son avantage. Ensuite, toujours pareil, je pense qu'il y a des rendez-vous en présence qui seront nécessaires, mais ça, je pense que chacun pourra s'adapter. Parfait. Merci beaucoup déjà pour ces 2 premiers témoignages concernant les avocats. Et si vous le voulez bien, maintenant, on va se retourner vers la profession de notaire pour voir comment les notaires ont su réagir. On sait qu'ils avaient déjà des outils qui étaient mis à leur disposition, mais ce qui serait intéressant peut-être au niveau local, c'est de voir est-ce que tous les notaires étaient logés à la même enseigne, est-ce qu'ils ont tous pu faire des actes électroniques authentiques à distance. Et donc, on a la chance d'avoir maître Thomas Laubry, qui est non seulement représentant des notaires au bureau de la Chambre, mais qui est aussi président du GNEP. Et peut-être que là encore, votre témoignage nous permettra d'en savoir un peu plus sur en fait, la question, c'est comment les notaires ont su exploiter les outils qui étaient mis à leur disposition pendant cette période. Merci pour votre présentation. Bonjour à tous. Alors, on fait des raccourcis à notre période parce qu'on a tous eu un grand coup d'accélérateur, mais on parle d'une profession très ancienne, pilier des familles, et pour autant, même si aujourd'hui tout le monde a, comment dirais-je, agréé le fait qu'on pouvait signer les actes à distance, ce n'était pas évident, et 2, c'est quand même à la fois ancien. Depuis 2008, le Conseil supérieur du notariat a mis en place les actes authentiques électroniques. Ça vient d'une volonté facilitatrice pour nos clients, ça vient aussi probablement d'une volonté d'économie et d'écologie. C'est permettre aussi simplement d'utiliser des outils modernes à une profession qu'on a parfois présentée comme un peu trop traditionnaliste et qui pourtant est extrêmement moderne. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2018, les services des hypothèques, puisque les notaires sont référents aussi en matière de vente immobilière, nous ont intimé l'obligation, et tout le monde fait aujourd'hui du dématérialisé, puisque pour déposer les ventes, il n'y a plus de dépôt papier. Et d'ailleurs, il y a toute une volonté de la profession de mettre en place le 0 papier, d'accord? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est des gros consommateurs de feuilles
décrit. Néanmoins, et c'est presque une révolution culturelle qu'on va encore plus accentuer après cette période très compliquée, qui consiste à, nous, en tant qu'officiers publics, faire accepter le fait qu'un acte authentique, fût-il électronique et fût-il, je vais y arriver, en comparution à distance, ait bien date certaine, force probante et force exécutoire, puisque c'est la base de la mission qu'on demande aux notaires aujourd'hui. C'est les blockchains qui peuvent peut-être venir à votre secours au niveau technique? C'est-à-dire ? Justement, la possibilité de se servir des blockchains pour avoir finalement un registre immuable des données, sans parler bien entendu des autres missions qui vous incombent, mais peut-être en termes de sauvegarde de la donnée, peut-être que la solution technique est matérialisée par les blockchains. Dans la visioconférence que vous préparez aujourd'hui, il y a bien deux parties. Et je pense qu'en termes, pour le coup, d'interprofessionnalité, on a, et on en parlera donc en seconde partie peut-être, à échanger sur justement la protection des données. Mais juste rapidement, comme Maître Troin indique que Zoom n'est pas forcément un outil qu'on souhaite, c'est aussi parce que tout le monde le sait, l'avantage de l'interprofessionnalité, c'est qu'on peut se dire les choses. Zoom n'est pas tout à fait dans les clous en termes de réglementation européenne. Alors, aujourd'hui, on peut faire des actes avec comparution à distance. Pour l'instant, les textes de loi sont encore en train d'être retravaillés, mais jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire qui n'est pas terminé. Il se termine le 10 juillet. Donc, jusqu'au 10 août, nous, notaires, pouvons recevoir, avec un certain formalisme spécifique, et c'est pareil, qui peut aussi poser question, le consentement, la capacité des parties, même à l'autre bout de la France, même à l'étranger. C'est pour ça qu'on peut véritablement parler de révolution culturelle. Ce qui était, si vous me passez l'expression, dans les cartons et qui va voir le jour, c'est certain, c'est l'acte électronique avec comparution à distance, c'est-à-dire que des clients, par exemple à Lille, pourront aller chez leur notaire à Lille, pendant que moi, à Nice, centre-ville, je recevrai un acte. D'accord ? Donc, ce type d'outil était souhaitable. Avec le confinement, il a été imposé à tout le monde. Aujourd'hui, la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes et son président Nicolas Meuraud doivent s'occuper d'à peu près ces 400 notaires, les Alpes-Maritimes. Donc, ça représente quand même une grande population, dont de nombreux nouveaux notaires, parfois âgés, parfois jeunes. En tout cas, on a une obligation d'égalité de traitement et donc on doit veiller précisément à ce que tout le monde puisse être équipé correctement en termes de visio pour pouvoir justement offrir ce service et pour pouvoir simplement, puisque c'est notre mission, offrir cette mission de service public dans les meilleures conditions pour nos clients. Au niveau du confinement, le GNEP, donc le groupement notarial entreprise et patrimoine, par exemple, sur un exemple concret, c'est vrai que c'est facilitateur. On a pu mettre en place pour nos adhérents, c'est-à-dire aujourd'hui 65 notaires du département qui se mettent en ordre de marche pour faire d'autres services qui ne sont pas forcément traditionnels dans le notariat, droit de l'entreprise, gestion de patrimoine, droit international, des formations sous forme d'ateliers et d'échanges. Il est évident, et on le gardera un petit peu avec nous, que même si on était habitué aux réunions en présentiel, maintenant c'est un terme que tout le monde connaît, qu'on n'utilisait pas avant, il est beaucoup plus facile de prévoir des réunions de travail directement depuis nos bureaux, avec, et on le constate encore aujourd'hui, tout le monde est là, et les intervenants et le public, quand même une grande facilité d'usage, et même si on a parfois un petit peu du mal à utiliser l'outil, le confinement a obligé tout le monde à s'y mettre. Donc aujourd'hui, on va garder cette forme de travail de toute façon. Très bien. Non, mais ça montre aussi que vous avez su vous adapter. Et en termes concrets de chiffres, il y a eu beaucoup de signatures faites justement pendant cette période-là, parce qu'on a des exemples voilà, qu'on connaît, mais en généralité, vous avez quelques chiffres peut-être? On a quelques chiffres. C'est surtout un paradoxe, si vous voulez, et un manque de recul qu'on peut avoir. Naturellement, et à l'instar de beaucoup d'autres professions, nos chiffres d'affaires dans nos études s'est effondré. Et la politique, la stratégie en tout cas de la Chambre des Alpes-Maritimes a été de poursuivre l'activité, même si la réception du public était fortement limitée. Et il faut reconnaître que les textes législatifs, et on est tous concernés, on en a déjà parlé, nous ont obligés à nous adapter, mais néanmoins ont été présents. Donc le chiffre a baissé. Après, tous les dossiers qui étaient en jachère sont sortis là au mois de mai, et tous les notaires au mois de mai, au mois de juin travaillent beaucoup, à l'instar de toutes les professions ici présentes, je pense. Tout le monde attend un petit peu la rentrée avec un peu d'appréhension, un peu d'interrogation. Comment juger avec du recul suffisant alors qu'on est encore finalement dans l'œil du cyclone les conséquences concrètes de ce qui arrive?
Aujourd'hui, notamment, le marché immobilier se porte bien. Quelle pérennité pour celui-ci demain? Très bien. Merci, Maître Lobry, pour ce témoignage très important. Alors, on va aborder une autre profession, qui est la profession des experts comptables. On sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment au niveau local, pour organiser des permanences, pour justement continuer aux experts comptables de donner leurs conseils en situation d'urgence. Et on a la chance d'avoir avec nous Sylvie Roule, qui est la présidente de la commission administrative des experts comptables des Alpes-Maritimes et qui, pareil, va nous donner un petit peu les initiatives et on va essayer de savoir comment les experts comptables ont su réagir efficacement pour prodiguer leurs conseils. Et voilà, on parlait aussi de factures électroniques, concrètement, où est-ce qu'on en est? Bonjour à tous, donc ravi de participer. Juste une précision, nous sommes une profession qui intervenant dans la dématérialisation depuis fort longtemps, puisque la profession des experts comptables et le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a, dès l'année 2000, développé et mis en service pour l'ensemble des confrères la plateforme de télétransmission des données fiscales au départ et maintenant qui a été étendue aux données sociales et diverses, qui s'appelait jedéclare.com, qui est toujours notre outil quotidien. Et par ailleurs, nous avons instauré la signature électronique, ce qui nous a permis de continuer à travailler, de garder des relations avec nos confrères et nos clients, surtout pour la signature des lettres de mission. Et ensuite, nous avons également travaillé sur Je Facture, dont je parlerai après, puisque c'est un sujet d'actualité pour nous. En ce qui concerne le travail des experts comptables pendant le Covid, eh bien, je peux vous dire que toute la profession des experts comptables et des commissaires aux comptes, parce qu'il ne faut pas les oublier, nous avons mené un vrai marathon économique. Au sens que, d'abord, nous avons été présents malgré le fait que beaucoup de cabinets soient en télétravail et étaient obligés de basculer en télétravail du jour au lendemain, comme beaucoup d'entreprises. Nous avons toujours été au cœur des problématiques de nos clients et surtout à leur écoute et en les aidant au mieux possible. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons eu un rôle pédagogique sur l'explication des décrets, ordonnances et conséquences pour chaque entreprise, et voire même la mise en place des outils dans les entreprises. Je parle effectivement d'un gros sujet qui est notamment l'activité partielle, qui a été très difficile à mettre en place, notamment dans les TPE, parce que les chefs d'entreprise étaient perdus. Ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser les outils. Ils avaient une pression très forte de leurs salariés qui, eux, attendaient leur salaire et ne savaient pas comment ils allaient pouvoir vivre en période d'activité partielle. Nous avons été présents aussi pour obtenir toutes les aides possibles pour les entreprises, dont les aides fiscales, puisqu'il y a une aide qui a été versée par l'administration fiscale, le fonds de solidarité. Nous avons travaillé aussi avec le fonds de solidarité de la région pour que les entreprises ne restent pas au bord de la route et puissent assurer cette période si difficile pour certaines d'inactivité totale et qui a été très stressant pour les chefs d'entreprise qui restent toujours stressés parce que la reprise est quand même assez difficile, voire même pour certaines activités très réduites. Donc, il y en a certains qui continuent de bénéficier de l'activité partielle à ce titre et d'autres qui ont des perspectives qui malheureusement ne seront pas là avant peut-être 2021. Je pense notamment à l'aérien et au tourisme et au transport qui sont particulièrement touchés, sans oublier le bâtiment qui a eu un démarrage des chantiers progressifs et qui, compte tenu des nouvelles mises en normes Covid, n'ont pas du tout la même rentabilité sur leur chantier. Donc, tout ça, nous avons été présents à travers nos cabinets auprès des clients. Après, donc vous, non seulement vous n'avez pas eu de baisse d'activité, mais au contraire, vous avez eu une explosion de votre activité et il fallait être présent plus que jamais avec des outils dématérialisés. Exactement. C'est pour ça que je parle de marathon, parce que les cabinets ont vraiment été sur le pont.
Et puis après, on a eu la partie ordre, si vous voulez, où là, on n'est pas resté inactif non plus, parce que premièrement, l'ordre a fait le relais entre toutes les publications législatives, ordonnances, différentes instructions, foires aux questions, pour que l'ensemble des experts comptables et des commissaires aux comptes soient bien informés dès la sortie des textes, de l'application des textes, des conditions. À ce titre, nous avons fait beaucoup de webconférences pour former et informer les confrères. Notamment, nous avons fait des webconférences avec l'administration fiscale et la DGFIP et la DRFIP en région. Nous avons travaillé avec la région également, l'URSSAF, qui est intervenu justement pour nous permettre de faire les DSN. Nous avons servi aussi de relais pour remonter l'ensemble des difficultés des entreprises et des effets pervers de certains textes sur l'activité des entreprises pour justement adoucir les règles et permettre de sauver les entreprises. Je parle principalement une mesure qui est dans les médias où on avait fait remonter dès la sortie des textes, notamment pour les hôtels, cafés, restaurants, qui au mois d'avril ont pu bénéficier de l'activité partielle, non plus sur 35 heures comme au mois de mars, mais sur l'heure réelle travaillée, puisque ce sont des activités qui travaillent en général 42 heures et demie par semaine et qui ne sont pas à 35 heures. C'est des petites choses, on a remonté pour que tout se passe au mieux. Toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment avec la mise en place de la plateforme de l'activité partielle, qui a été un gros travail, notamment des problèmes techniques, des problèmes d'accès, des problèmes. On a tout remonté pour qu'en collaboration avec la directe, nous puissions aplanir l'ensemble des problèmes et faire cette réussite, parce qu'il faut parler de réussite, pour sauver les entreprises, puisque l'activité partielle a évité jusqu'à présent une partie des licenciements. Le problème va venir après avec la reprise. Exactement. On ne pourra pas les éviter probablement dans certains cas, mais tout du moins, on adoucir les règles et peut-être sauver quand même des emplois qui n'auraient pas pu être sauvés si on n'avait pas eu l'activité partielle. Je comprends. Voilà, globalement. Merci. Voilà. Non, merci beaucoup, Madame la Présidente. On voit que vous avez été sollicitée dès le début, pendant la crise, et que malheureusement, vous allez continuer de l'être dans les mois qui arrivent. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage. On verra comment des initiatives isolées, professionnelles, voilà, on peut rebondir sur éventuellement une transversalité. On va finir ce premier tour de table avec le représentant des huissiers de justice, maître Jean-Charles Albertini, qui est le président non seulement de la Chambre départementale des huissiers, mais aussi du réseau APIDEC, qui est là pour promouvoir l'interprofessionnalité. Alors, je sais qu'il y a eu énormément d'initiatives locales. Je sais qu'il y a, pareil, vous avez été sur le terrain dès le début. Vous n'aviez pas d'autre choix que là aussi de vous déplacer. Mais je sais qu'il y a eu aussi des initiatives, alors notamment Sécuract, Légal Preuve, Urgence Médiation. Donc, c'était intéressant pour nous de voir quelles étaient ces initiatives. Et puis, comme vous êtes aussi un fervent défenseur de l'interprofessionnalité, c'est avec vous également qu'enchaînera Philippine pour ouvrir un peu ce débat de la dématérialisation avec cet angle qui est intéressant de l'interprofessionnalité. Donc, la question, c'est quelles sont ces initiatives, celles que vous défendez et que vous souhaitez justement promouvoir? Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Et effectivement, nous avons été confrontés immédiatement avec le confinement à un problème, c'est que nous sommes un métier de terrain et on ne pouvait plus aller sur le terrain pour signifier nos actes. Donc la première des solutions qui a été proposée par notre Chambre nationale était quelque chose qui existait déjà, c'est Sécuract, en fait c'est la signification des actes de façon dématérialisée, qui existait déjà depuis 2011, mais qui n'était réservé qu'aux échanges avec les établissements bancaires, avec les préfectures, dans le cadre des procédures d'exécution. L'arrivée effectivement de cette période de confinement et de la Covid a fait que cette particularité de Sécuract a été ouverte à tout le monde. Toute personne physique ou morale pouvait et peut demander à ce qu'un acte lui soit signifié de façon dématérialisée en remplissant un consentement et en
en ayant effectivement certaines obligations. Donc ça nous a permis de continuer à faire notre cœur de métier, qui était la signification des actes. Alors bien évidemment, la signification dématérialisée ne remplacera jamais le terrain pour l'huissier et le rapport qu'il peut avoir avec ses débiteurs pour essayer de trouver des solutions. Mais dans des périodes difficiles comme ça a permis effectivement de poursuivre l'activité de signification des actes. La difficulté que nous avons rencontrée, et je partage tout à fait les doléances des bâtonniers de Grasse et de Nice, c'est que malheureusement, nous avons mis en place, et nos professions ont des outils de dématérialisation vers les débiteurs ou les clients et vers les juridictions, mais malheureusement, les juridictions n'ont pas de leur côté des outils pour pouvoir recevoir effectivement les flux dématérialisés qu'on peut leur transmettre. Pour preuve, c'est que dans la magistrature, on en est encore à utiliser OpenOffice, donc vous comprenez qu'on est encore loin des échanges dématérialisés. Donc c'est vrai que la difficulté que nous avons eue, nous, ça a été effectivement de travailler avec les tribunaux pour obtenir des dates d'audience et pour pouvoir effectivement enrôler ou délivrer nos assignations que les avocats nous envoyaient. On avait la possibilité de les signifier aux défendeurs, mais on ne pouvait pas de l'autre côté obtenir une date d'audience. Donc ça, c'est effectivement dans la deuxième partie, on en discutera sur les évolutions qu'il peut y avoir. Donc Securact nous a permis effectivement de travailler sur la signification des actes. En parallèle, la Chambre nationale, grâce à la plateforme Mediatis, a mis en place Urgence Médiation et c'était une plateforme qui était déjà existante aussi et elle a développé effectivement cette plateforme Urgence Médiation pour permettre de pallier à la fermeture des tribunaux et que les litiges puissent quand même être réglés de façon amiable entre les différentes parties. Et concrètement, ça a fonctionné? Enfin, vous concrètement, alors Mediatis fonctionnait déjà très très bien. Et pendant la période de confinement, effectivement, il y a eu une demande supplémentaire puisque effectivement les personnes ne pouvant pas aller devant le juge pour être jugées ont trouvé des moyens alternatifs pour pouvoir obtenir des solutions. En ce qui concerne ensuite le dernier point qui a été mis en place, donc il y a plein d'évolutions qui étaient déjà pour reprendre l'expression de M. Thomas Lobry, dans les cartons, mais qui étaient, voilà, ça a mis du temps pour se développer et effectivement, cette période de confinement a permis a été un accélérateur sur certains points pour permettre, on s'est aperçu effectivement que malheureusement, quand dans la chaîne judiciaire, il y avait un maillon qui était cassé ou un maillon qui ne nous permettait pas de pouvoir faire continuer cette chaîne, et bien on était tous bloqués et que je pense qu'effectivement la dématérialisation nous permettra de pallier à cette difficulté humaine qui est compréhensible, hein, parce qu'effectivement, un greffier ou un magistrat, c'est un être humain comme un autre et quand on lui demande de se confiner, il se confine comme tout le monde. Donc s'il n'est pas à son bureau, il ne peut pas travailler. Mais effectivement, pour revenir sur les propos de Maître Morel, c'est peut-être aussi une difficulté liée au matériel que les juridictions ont et au budget de la justice. Le dernier point qui a été mis en place par notre Chambre nationale, ça a été donc l'Égalpreuve. Ça a été effectivement, ça c'est directement lié à la crise Covid, puisque c'est le constat de reprise d'activité pour faire attester par un huissier de justice que les prescriptions de la branche professionnelle dans laquelle on est sont bien respectées dans le cadre de la reprise d'activité et dans le cadre de l'accueil de la clientèle. Et en plus de ça, ce constat a une double casquette, pourrait-on dire, puisqu'il va permettre effectivement de sécuriser le chef d'entreprise vis-à-vis des clients qu'il peut recevoir dans son entreprise, mais il permet également de sécuriser le chef d'entreprise vis-à-vis de ses employés par rapport aux mesures de précaution obligatoires que tout chef d'entreprise a été dans l'obligation de mettre en place pour pouvoir, à partir du 11 mai, réaccueillir son personnel dans l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est un constat qui est fait en conformité avec les prescriptions qui ont été données par le ministère du Travail par rapport à chaque branche professionnelle. Alors, on pourra toujours décrier ce type de procédure, puisque nous, lorsque nous faisons un constat, nous le faisons à un instant T, ce qui ne veut pas dire qu'à T+1, le chef d'entreprise maintient les prescriptions qu'il nous a montrées, mais ça permet effectivement d'avoir un commencement de preuve et un gage quelque part de quelque chose fait par un officier public ministériel qui atteste effectivement qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir respecter cette reprise sanitaire.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir un peu expliqué, détaillé toutes ces initiatives. Moi, ce que je retiens comme ça à chaud, c'est que les initiatives ne manquent pas et que ce soit en professionnel, en privé, dans le cadre d'une association, toutes les professions ont pris vraiment ce sujet à bras le corps et qu'à la limite, on aurait peut-être dû inviter un magistrat parce que j'ai l'impression que les vrais soucis, bon, après, c'est pas la faute des magistrats, on voit que c'est une faute de moyens, de budget, de matériel, mais ça donne peut-être des idées pour une éventuelle future table ronde. Moi, ce que je voulais juste en guise de conclusion de ce premier tour de table, parce que c'est vrai que le but, c'est de rester aussi dans le timing, c'est que vous avez eu des initiatives souvent, et c'est normal, à l'intérieur de votre profession. Mon idée, c'est de se dire comment une partie, bien entendu pas toutes ces initiatives, comment ces initiatives peut-elle être mises en commun? Est-ce que l'interprofessionnalité c'est un enjeu essentiel ou est-ce que c'est un vœu pieux? Je laisse Philippine animer cette deuxième partie de table ronde. Peut-être, Franck, on pourrait partager les questions, bien sûr. les questions que je t'ai envoyées avant que la deuxième partie. Ça permet de créer un peu d'interactivité justement avec nos auditeurs. Alors, il y a eu on arrive remarques. aux questions, bien sûr. Hop, je vais vous livrer les questions telles que je les ai reçues à l'instant. Donc voilà, j'ai une première question. Alors, comme je la lis en même temps, je vois si tout est OK. Je rajouterai comme difficulté importante, ça a été l'accès au service d'enregistrement des actes de société et notamment la vente de fonds de commerce. Une fois la reprise des contacts faite, l'envoi mail ne supportait pas plus de 2 ou 3 pages. Donc là, a priori, c'est une remarque qui tendait à montrer qu'en termes, et c'est ce que vous avez très justement souligné, les juridictions n'étaient pas équipées et Infogreffe ne pouvait pas accepter des documents trop important. Donc, a priori, c'était plus une remarque, une question. Il est regrettable que ne soient pas présents avec nous des greffiers et des magistrats. Bon, ça, c'était juste avant la remarque. Est-ce que je peux me permettre, bien sûr, au contraire. Pour compléter le propos de Maître Albertini, nos professions, avocats et huissiers, nous ne sommes pas à la croisée des chemins, mais à la croisée des intervenants. Parce que nous sommes en liaison, notre travail n'a aucun sens si nous sommes en vase clos, nous sommes totalement dépendants et tributaires des juridictions. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on doit dialoguer avec les juridictions civiles, les juridictions pénales, les juridictions administratives. Nous avons avec les clients de manière sécurisée, qui pose aussi d'autres difficultés, parce que le secret professionnel, lorsqu'on s'entretient avec le client, on doit s'assurer qu'il est maintenu. On doit pouvoir dialoguer avec les huissiers, qui sont donc des partenaires dans le cadre des relations judiciaires, avec les confrères et les experts judiciaires. Et quand vous avez pris l'ensemble de ces intervenants avec lesquels nous sommes vraiment en liaison directe pour nos dossiers, on se rend compte de l'ampleur de la tâche qui est celle du ministère de la Justice et aussi de la nôtre. Lorsque je critiquais le ministère de la Justice, après, il y a une difficulté, c'est que les magistrats, certes, ils ne sont pas présents, mais je voudrais ajouter quand même quelque chose à leur corps défendant. C'est qu'ils sont aussi tenus à des systèmes sécurisés et ils ne peuvent pas être en télétravail. Donc, à un moment où eux ne peuvent pas être en télétravail parce qu'ils n'ont ni l'ordinateur ni les protocoles de sécurité pour travailler à distance, la dématérialisation, elle relève de la science-fiction, puisqu'on se rend compte qu'il faut que le juge ou les greffiers soient présents au palais de justice sur leurs terminaux pour pouvoir accéder au réseau informatique sécurisé. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que la dématérialisation est en total échec tant que les magistrats et les greffiers ne disposent pas de possibilités d'être en télétravail depuis chez eux pour des raisons à l'heure actuelle tout à fait compréhensibles de sécurisation des informations. Je pense que c'était important à relever par rapport aux difficultés que nous avons tous connues dans le cadre du confinement. Bien sûr, merci Monsieur le bâtonnier Morel. Je crois que Maître Albertini voulait intervenir. Ah, juste espace ou micro.
Oui, effectivement, dans la continuité de ce que vient de dire le bâtonnier Morel, pour vous donner un exemple tout à fait bénin, la chancellerie avec notre Chambre nationale est en train de développer ce qu'on appelle l'injonction de payer dématérialisée afin de permettre effectivement la dématérialisation de ce type de procédure. Il faut savoir que, de un, les juridictions mettent un frein à cette mise en place de l'injonction de payer dématérialisé, puisque à l'horizon du 1er septembre 2021, la Junip va naître et que par conséquent, ils n'auront plus les injonctions. Mais le deuxième problème, c'est qu'ils n'ont pas de signature électronique, c'est-à-dire que nous, on va leur envoyer de façon dématérialisée pour qu'eux nous les retournent de façon papier. Donc, on voit bien là que ce n'est pas, effectivement, quand on dit qu'il faudrait que les magistrats ou les greffiers soient présents, ce n'est pas les magistrats ou les greffiers, c'est malheureusement le budget du ministère de la Justice et le ministère de la Justice qui est effectivement en retard sur l'évolution numérique que nos professions, que ce soit avocats, notaires, experts comptables, ont pu effectivement démarrer depuis les années 2000. Quand on voit qu'on nous parle de la justice du 21e siècle sous Madame Taubira, alors que nous, ça faisait dans nos professions, ça fait déjà peut-être 15 ans ou 20 ans qu'on parlait déjà de la justice du 21e siècle, voire même du 22e siècle. Donc, ils ont un énorme retard. Excusez-moi, j'ai relevé un message, je crois que d'un confrère de Toulon qui parlait du problème de l'accès au service de la publicité foncière, du cadastre. Donc là, ça intéresse plutôt donc les notaires. Nous, les avocats, il faut quand même préciser, nous sommes d'ores et déjà totalement exclus de la dématérialisation du service de la publicité foncière. Il est réservé strictement aux notaires, dans le cadre de leur fonction d'officier public et ministériel et de du pouvoir d'authentification des actes. Bon, nous souhaiterions accéder au cadastre en dématérialisé. Nous souhaiterions avoir accès au service de la publicité foncière, mais pour l'instant, nous avons porte close. Et c'est fortement regrettable, indépendamment des problèmes de confinement. Alors, j'ai une autre question. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. J'ai une autre question d'un internaute qui souhaitait savoir si les représentants du notariat pourraient détailler comment leur solution de signature dématérialisée fonctionne en pratique. Est-ce qu'il y a un logiciel commun? Voilà la question. D'une manière générale, nous avons, donc, je vous l'avais indiqué, on parlait justement des hypothèques, puisque le lien dématérialisé, pour le coup, est fort. Il date de 2018, il est obligatoire pour tous les notaires. Aujourd'hui, les fournisseurs de logiciels, on en parlera peut-être en deuxième partie, sont peu présents sur le marché, nous mettent à disposition des outils qui permettent justement ces transmissions. Très concrètement, sur cette période actuelle, on va dire confinement et post-confinement, c'est une société assez connue, DocuSign, qui valide la reconnaissance de capacité et d'identité des parties, qui nous permet de recevoir les signatures. Donc, pour répondre à la question de Nadben, moi, je suis dans ma salle de signature, dans mon bureau, comme ici, face à mon écran. Et si je n'ai absolument pas les clients face à moi, ils sont contactés par cette société en direct, qui vérifie leur identité par un système généralement de reconnaissance sur leur téléphone ou sur un ordinateur. D'accord ? Ils vérifient leur identité. C'est donc limité à certaines pièces d'identité, à certaines professions également. Et on peut dire que localement, ça ne concerne pas la population monégasque qui n'est pas autorisée. On ne peut pas signer aujourd'hui d'acte avec les monégasques, puisque DocuSign, qui est la seule société qui est reconnue, exclut donc certaines pièces, certaines professions. Alors, on me dit qu'il y a également UniverSign. Je me permets de vous interrompre. Alors non, justement, au niveau du notariat, et si vous voulez, quand on vit une période de crise, quelle qu'elle soit, de toute façon, c'est là qu'on voit ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a aussi des hommes et des femmes, bien sûr, mais qui ont la volonté ou pas de faire. Et on l'a bien vu, puisque la crise qu'on a vécue, elle est sans précédent. Et je ne pense pas que quiconque ait vécu un équivalent. Donc, on se rend compte qui est présent, qui ne l'est pas, quelles sont nos limites. On n'a pas le temps finalement de s'arrêter. Et je le dirais bien volontiers quand on va parler d'interprofessionnalité, c'est que l'avantage d'être ensemble, ça permet déjà d'échanger et de se faire mieux entendre, puisqu'on doit maîtriser nos outils. Aujourd'hui, ça a été, alors c'est pour entre guillemets les spécialistes, mais le Conseil supérieur du notariat s'est heurté dans le courant du mois de mars à justement cette volonté d'avoir différentes sociétés qui pouvaient offrir cette offre de service. Aujourd'hui, l'État français n'en reconnaît qu'une seule. D'accord, très bien.
qui en plus n'a pas de fonds français particulièrement, ni même européen, je pense. Donc, il y a là derrière des vraies questions. Donc, concrètement, je suis dans mon bureau, les clients reçoivent un appel. Alors, il y a différents degrés de validation et de certification. Et donc, je prépare mon acte, en fait, et je reçois électroniquement leur signature, qui donne parfaite. À partir du moment où moi, je signe, après, le notaire signe avec ses clients, mon acte est authentique et il est parfaitement valable. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc, selon vous, puisque je rebondis par rapport, pareil, à une remarque d'un internaute, oui, c'est un niveau de signature suffisamment qualifié pour vous? Alors, oui, sachant que, pour être très concret, les clients qu'on connaît, qu'on a eu à l'étude depuis moins de 10 ans, peuvent bénéficier d'un niveau de signature qui n'est pas qualifié, comme dit Caroline Dubuis, mais d'un simple niveau, je dirais, de validation. D'accord. Donc, UniverSign, Monsieur Thiollet, ne marche pas, n'est pas validé, en tout cas au niveau de notre profession, pour les actes authentiques, naturellement. Voilà. Non, mais c'est pour être très précis, parce que ça pose aussi problème. Mais on anticipe un petit peu sur la deuxième partie. On y arrive, gentiment. La maîtrise de nos outils informatiques à tous, puisqu'on s'est déjà vu, on va parler d'Apidec et Jean-Charles Albertini va en parler en premier, nous a permis déjà d'échanger sur les sujets. Et avant même cette période de crise, on a pu faire le constat souvent commun qu'on était trop dépendant de nos outils et que finalement, on n'était pas suffisamment acteur. Ça pose des vraies questions sur la pérennité des outils qu'on utilise et dont on s'est rendu compte qu'ils étaient nécessaires. Voilà. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je laisse la parole à Philippine. Voilà, parce que si on doit faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, on s'aperçoit que finalement, donc, globalement, les initiatives et les outils sont là, les bonnes volontés aussi pour permettre justement de fonctionner différemment quand la situation l'impose. Et on a l'impression que finalement, il manque un bout du tuyau et que c'est finalement au niveau des administrations, que ce soit judiciaire ou que ce soit fiscal, que finalement ça bloque et que la logique n'est pas tout à fait achevée. Donc maintenant, la question qu'on aimerait se poser, c'est de se dire comment donc toutes ces professions qui font preuve de tant de bonne volonté, qui ont des moyens et qui donc ont des intérêts communs à fonctionner ensemble et à faire fonctionner des outils ensemble, comment pourraient-elles être un levier pour justement permettre un meilleur fonctionnement et la mise en place de systèmes qui seraient efficients dans le monde de demain. Donc, Maître Albertini, je pense que vous aviez peut-être déjà une petite idée sur, justement, grâce à cette croisée des chemins dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, on s'aperçoit et on s'aperçoit tous que chacun de notre côté, enfin, chaque profession de notre côté, on a travaillé sur les outils de demain. Mais malheureusement, on a tous travaillé chacun de notre côté. On n'a pas travaillé ensemble. Alors, c'est pas de notre faute au niveau local. Je pense que ça regarde nos instances nationales. Mais pour vous donner un exemple, pendant cette crise du Covid, il a été quasiment impossible d'obtenir des dates d'audience auprès des tribunaux parce que effectivement les greffiers n'étaient pas présents. Nous, dans notre profession, nous avons un outil qui nous permet, qui est un calendrier partagé. Ça nous a permis effectivement, devant la juridiction de proximité de Nice et de Menton, de continuer à pouvoir assigner. Cet outil, qui est un outil qui date de 2011, a été développé par notre profession. Dans le cadre de la réforme de la procédure civile, dans certaines matières, il va y avoir une obligation de justifier que vous avez bien préenregistré votre date d'audience 2 mois avant l'audience. Donc la chancellerie est en train de développer, à l'espoir de développer un outil, parce que c'est dans les écrits, c'est même pas dans les tuyaux, c'est juste dans les écrits. Je pense que du côté des avocats, il y a un outil qui est en train aussi de développer, ce qui est tout à fait normal. La difficulté, quand on s'aperçoit, c'est que nous avons 3 institutions qui vont travailler autour des et nous avons des avocats, les huissiers et le ministère de la Justice. On va travailler tous les 3 séparément sur des outils, dont un qui existe déjà. Je pense, et c'est mon avis personnel, que l'interprofessionnalité
si elle se joue à un niveau national, permettra des écueils, notamment de travailler sur un seul outil qui permettra à tout le monde d'accéder à un seul outil qui sera bénéfique pour tout le monde et que pas un outil qui soit un peu plus performant que l'autre. On le voit avec la question qui a été posée tout à l'heure et la réponse du bâtonnier Morel au niveau de tout ce qui est service de la publicité foncière. Pour le moment, ce sont les notaires qui ont cet accès-là, mais il faut savoir que nous, dans notre profession, on a aussi besoin d'avoir accès au service de la publicité foncière, mais on ne peut pas y avoir accès de façon dématérialisée, ce qui est totalement aberrant. On doit y avoir encore accès de façon papier. Donc, si nos instances nationales pouvaient avoir la même volonté que l'on a, nous, au niveau départemental, de cette interprofessionnalité et de se mettre pour une bonne fois autour d'une table et de discuter pour que des sujets communs puissent aboutir et puissent naître de façon, on va dire, sous une seule bannière et qu'on ne soit pas tous attirés de notre côté la couverture, à notre côté la couverture, ça nous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Quand vous voyez, pour revenir sur ce problème de date, la réforme était prévue au 1er janvier 2020. À 15 jours de la réforme, le ministère de la Justice n'avait toujours pas d'outils et a demandé aux greffiers de travailler par mail ou par fax. Donc, du coup, la réforme a été reportée. Alors qu'on est, voilà, si on était tous autour d'une table, mais quand je dis tous, je ne dis pas nous au niveau local, si nos institutions se mettaient à travailler autour d'une table, on pourrait peut-être avoir des outils qui seraient faits par les professionnels et pour les professionnels et qu'on ne serait pas tributaire, effectivement, de nos SS2I qui travaillent, ce sont des sociétés commerciales, donc elles travaillent pour ce qui rapporte le plus. Et que effectivement, de travailler sur certaines, on va dire, sur certaines choses qui nous intéressent, nous, professionnels, ne sont pas rentables, donc eux, ça ne les intéresse pas. Mais effectivement, cette volonté que nous avons, nous, au niveau départemental, elle ne peut se faire que si nos instances nationales nous suivent. Alors, en ce qui concerne ma profession, je sais que au niveau régional, je suis appuyé dans ce que je fais avec la PIDEC et dans ma volonté et la volonté de tous les ordres qui sont présents de travailler ensemble sur des projets communs. Mais on a vraiment l'impression qu'au niveau national, ça ne suit pas. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pose une difficulté, c'est que quel est notre poids, nous, départementalement parlant, quel est notre poids vis-à-vis de nos institutions nationales. Alors même si on fait partie, effectivement, on fait partie d'une cour d'appel qui est quand même assez importante, que ça soit au niveau des avocats, des huissiers ou même des notaires, on est quand même un pôle économique assez important, mais quel est notre poids vis-à-vis de nos instances nationales pour que, effectivement, on monte tous dans le même train et qu'on ne parte pas dans des directions différentes, parce que je pense que ça serait un avantage pour tout le monde. Déjà d'un point de vue économique, parce que quand vous développez chacun de votre côté des programmes informatiques, ça coûte énormément d'argent. Donc déjà, il y a des coûts qui seraient réduits. Et peut-être qu'avec ces coûts et ces économies qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être, alors je ne sais pas, ça serait peut-être utopique, mais aider la justice à changer ses systèmes informatiques et pourquoi pas à s'améliorer et à se dématérialiser, parce qu'effectivement, ils sont en demande, hein. On le voit, que ce soit sur le tribunal judiciaire de Nice ou le tribunal judiciaire de Grasse, il y a une énorme demande à la dématérialisation, mais c'est une dématérialisation, on va dire, de bricolage. C'est-à-dire qu'on dématérialise, mais avec des mails, avec des choses qui sont bien, c'est une évolution par rapport au fax. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, à Nice, on envoyait encore des fax pour avoir des dates d'audience. D'accord. Donc, on sent vraiment, donc, là aussi, pour résumer, que quelque part, cette concertation devrait d'abord être issue d'une remontée de terrain qui devrait être faite à vos instances ordinales pour justement essayer d'enclencher finalement une concertation à un niveau supérieur et la mise en commun de moyens, les économies d'échelle à faire sur la mise en place d'outils. Oui. Donc, sur ce thème-là, je crois que Madame Roule, vous aviez aussi une initiative dont vous pouviez nous parler un petit peu en quelques mots. Alors, en quelques mots… ou plus. Ou plus. L'Ordre des experts comptables au niveau national a travaillé depuis fort longtemps sur la dématérialisation des factures. Et ce qui a abouti à la mise en place d'un outil qui vient d'être disponible pour les confrères, qui s'appelle Je Facture. En fait, il est sorti lors de notre congrès 2019 et il est opérationnel depuis quelques mois. Par contre, cet outil va nous permettre de travailler en collaboration dans les différents
réunion qui va pouvoir intervenir sur le sujet, sur en fait un projet du gouvernement qui a été voté dans la loi de finances 2020, qui est l'article 153, qui envisage de moderniser la collecte de la TVA. Cette collecte sera appuyée sur la dématérialisation et l'obligation de dématérialisation de l'ensemble des factures des assujettis de TVA. Donc ça, c'est à l'horizon 2023-2025, puisque ça va se passer va rentrer en application suivant la taille des entreprises et des assujettis pour être pleinement effectif au 1er janvier 2025. Donc, ça voudra dire que les entreprises auront l'obligation toutes d'émettre des factures dématérialisées, ou tout du moins des factures électroniques, soit signées électroniquement, soit par EDI, soit par divers moyens leur permettant d'avoir une facture électronique dématérialisée. Cette facture, outre qu'elle sera envoyée au client, devra être envoyée probablement sur une plateforme générale de l'État qui permettra probablement également de calculer les impacts de la TVA et peut-être d'arriver à un pré-calcul de la déclaration. Donc ça, c'est un gros chantier qui est ouvert au niveau de l'administration fiscale et évidemment, l'Ordre des experts comptables, ils travaillent en national puisque nous faisons partie des commissions. Et on attend un rapport qui va arriver normalement début septembre sur les moyens à mettre en œuvre. Donc c'est le prochain chantier de notre profession. Parce que moi, je faisais référence essentiellement à la plateforme Héraclès, puisque donc on était sur le thème de l'interprofessionnalité qui est commune aux huissiers et à votre. Alors, la plateforme Héraclès, on l'a développée, Maître Albertini a été aussi à l'origine avec l'Ordre. Elle a été développée en collaboration avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et la Chambre des huissiers, la Chambre nationale des huissiers. Donc, c'est une plateforme qui permet à l'expert comptable de faire bénéficier à son client des possibilités de recouvrement via un huissier, sachant que, pourquoi l'expert comptable au milieu? Parce que nous avons en règle générale les informations, nous avons les factures, nous avons une facilité à voir les devis, ce que l'huissier n'a pas forcément facilement, il est obligé de demander au client. Donc, de ce fait, nous, on peut se connecter sur la plateforme, déposer la demande auprès d'un huissier pour qu'il fasse le recouvrement. Cette plateforme, après je passerai la parole à Maître Albertini puisqu'il va parler du côté huissier, donc qui nous, on leur met la facture, on leur met éventuellement le contrat, le bon de livraison, le montant bien sûr, voilà. Et ensuite l'huissier intervient et c'est gratuit tant que l'huissier n'a pas obtenu le paiement. Bien sûr, une fois qu'il est payé, le paiement est obtenu, la rémunération, bien sûr, se fera. Un bon exemple de collaboration et en plus qui va dans le du service au justiciable puisque donc avec ce système, ça lui permet de ne pas avoir à faire l'avance des voilà. Et d'avoir les compétences d'un huissier parce que souvent on est bien démunis. Maître Albertini, en quelques mots, après j'ai une question pour Maître Lobry. Oui, ben en quelques mots, c'est vrai que cette plateforme Héraclès, en fait, c'est vrai que c'est un échange au niveau de l'interprofessionnalité, mais des compétences. Effectivement, comme disait Madame Sylvie-Roule, ça nous permet déjà d'avoir un dossier complet, ce qui n'est pas toujours le cas quand le client vient nous voir tout seul, il manque souvent des pièces, donc il repart, il revient. Mais ça, alors, ça permet effectivement, ça a été un constat qui a été fait avec les experts comptables, c'est que dans les petites entreprises, dans les TPE et les PME, souvent, les petites factures n'étaient pas recouvrées. Et elles étaient laissées comme ça à l'abandon. Et effectivement, au bout d'un moment, fiscalement, pour les experts comptables, ça leur posait une difficulté parce qu'il fallait soit les encaisser ou soit les sortir de la comptabilité. Et donc, c'est vrai que ça a été sur ce constat-là qu'il y a eu cette liaison entre les huissiers et les experts comptables pour permettre effectivement de mettre en place
et toutes les possibilités de tentatives de recours pour essayer de recouvrer la dette et de permettre effectivement d'avoir un acteur qualifié qui est l'huissier et avec toutes les compétences que peut avoir l'huissier pour permettre à l'expert comptable, effectivement, quand la dette n'est pas recouvrable, de pouvoir la sortir de la comptabilité de son client. Et c'est appréciable. Oui, tout à fait. Maître Lobry, on nous interroge sur donc la possibilité au niveau donc de l'organisme certificateur qui est DocuSign. Donc c'est Nadben qui demande pourquoi s'il ne serait pas pertinent de développer en interprofessionnalité un équivalent de DocuSign avec un acteur français-européen. Puisqu'effectivement, c'est quand même, donc là aussi, les plateformes Zoom ne sont pas recommandées dans les administrations justement parce qu'on n'a pas de garantie sur le traitement et la sécurité des données. Et là, finalement, ce n'est pas non plus un intervenant franco-français. Donc, qu'en pensez-vous? Regardez l'élément facilitateur. Aujourd'hui, on est sur une plateforme Zoom. Cette société, si je ne me trompe pas, elle est à Boston. DocuSign, c'est à San Francisco. Et pourtant, on l'utilise tous et ça nous permet d'avoir des échanges extrêmement constructifs. La question, elle est beaucoup plus globale et je rejoins naturellement cette remarque. On a tous cette volonté-là. Alors, si je puis me permettre, au niveau de l'interprofessionnalité, bon, déjà, à notre niveau, à notre petit niveau malgré tout, on doit quand même souligner que l'APIDEC, cette association de promotion de l'interprofessionnalité du droit et du chiffre dans le département des Alpes-Maritimes, elle vise à mettre en commun ce type de réflexion, même si on n'en a pas les moyens. Bon, écoutez, moi, j'aime bien essayer de prendre un petit peu de hauteur sur les choses. Alors, je rejoins les grands philosophes. Lao Tse disait l'homme, il construit trop de murs et pas assez de ponts. Alors, au moins, nous, on essaye de se mettre autour de la table, de discuter. Aujourd'hui, à APIDEC, c'est quelques professions, mais d'une manière générale, dans nos démarches, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est également celle du président de la Chambre, Nicolas Meureau. On a besoin de tout le monde. Au niveau du groupement, moi, quand je ne réponds pas à une question, par exemple, au niveau d'un problème d'assurance, j'aime bien qu'un assureur puisse venir en parler pour en parler avec tous les membres. Par exemple, la renonciation à un recours réciproque dans un bail commercial, on a fait venir un assureur pour échanger directement avec nous. On est dans le concret. Il est fini le temps où chacun se repliait un petit peu sur lui-même et le client, il est habitué à ça et le confinement aura accéléré ça. Aujourd'hui, les déclarations d'impôts en sont un bon exemple. On a tous des clients qui nous appellent parce qu'ils ne savent pas les remplir. Et il y a de toute façon une inégalité très nette. Alors, on pourrait parler de nos professions, mais encore une fois, en regardant un petit peu ailleurs. Aujourd'hui, dans notre département, on a des particuliers qui ne sont pas suffisamment équipés pour pouvoir justement faire ça. Aujourd'hui et demain encore plus, la dématérialisation des dossiers, ça va devenir une réalité. Et chez les notaires aussi, je vous le dis. Ce sont les clients directement qui fourniront ces documents. Les promoteurs immobiliers, les banques. Aujourd'hui, encore une fois, le papier, il va devenir de plus en plus rare. Cette accélération du temps, on doit y faire attention. Quand c'est facile et accessible, on y va tout de suite. Posons-nous les bonnes questions. Alors, l'interprofessionnalité, à mon sens, elle permet au moins ça, de se poser les questions, de constater, comme disait Maître Albertini, que par exemple, nos SS2I, eh bien, on ne maîtrise pas suffisamment notre outil et c'est le client, au final, qui en pâtit. Après, surtout sur les plus jeunes d'entre nous, de nos clients, il y a une volonté d'avoir un service global, une offre de service global. Et aujourd'hui, tant par la complexité, je dirais, des législations que par un besoin chronophage, il est intéressant justement de mettre un maximum de professionnels autour de la table pour avoir un service client qui soit le meilleur possible à ce niveau-là. Bon. Ça, je pense qu'effectivement, on est tout à fait d'accord sur l'opportunité de se réunir et de mettre en commun toutes les bonnes volontés. Donc, je vais passer la parole à Maître Troin. On nous interroge aussi sur l'opportunité, le projet d'un outil qui serait une plateforme collaborative avocat, expert comptable, client du type MyNotary pour les échanges de pièces et signatures pour tout ce qui concerne le domaine du droit des affaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous verriez arriver avec intérêt ? Avec grand intérêt. On a déjà, alors bien sûr, en collaboration avec les autres professions, bien sûr avec un grand intérêt. On a déjà ce type de plateforme avec les experts judiciaires, puisque malheureusement, on est très tourné vers la procédure.
Et donc, effectivement, il faut que vous sachiez que sur le e-barreau CNB, quand on ouvre avec la clé sécurisée les services du Conseil national des barreaux, on a une trentaine de services qui apparaissent et ce sont des services tous dématérialisés. 2 éléments d'information. Le premier, c'est qu'effectivement, les contrats qui ont pu être signés avec une signature électronique et donc sécurisée ont augmenté pendant le Covid de 30%. Donc c'est un chiffre que je récupère du CNB hier, puisque j'avais une autre visio avec des membres du CNB et d'autres bâtonniers français. Donc c'est un élément important. Ça, on va dire que c'est intra-profession, c'est entre avocats, notamment pour la signature des conventions de divorce. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur cette clé RPVA, qu'on appelle clé RPVA de notre côté, avec qui on peut communiquer avec les tribunaux entre nous, on peut également communiquer avec les experts judiciaires. C'est-à-dire que les experts judiciaires, les parties elles-mêmes, sont enregistrées sur ce site et peuvent déposer courrier, pièces. Et donc, on peut échanger via cette dématérialisation. C'est quelque chose qui existait depuis bien longtemps. Et effectivement, moi, sur ce modèle-là, je ne vois aucun problème à développer de manière juridique et non plus judiciaire des plateformes d'échange avec les experts comptables ou toute autre profession. L'outil existe. Il ne resterait plus qu'à… Il faut que nos professions, alors je rebondis sur ce que disait Jean-Charles Albertini, il faut que nos professions au niveau national, parce que je ne pense pas que ce soit au niveau local, puissent se mettre d'accord. Donc, dans l'interprofessionnalité, pour revenir au thème et au dernier thème qu'on développe, il y a 2 points. Effectivement, il y a la strate nationale et il y a la strate locale. En strate nationale, si nos professions doivent se mettre d'accord sur des plateformes d'échange, et notamment le problème des dates, ce qu'on appelle les prises de dates auprès des juridictions, ce que disait Jean-Charles Albertini, il faut qu'elles se mettent d'accord au plan national. Et donc, nous, on essaye de les influencer et de faire remonter la nécessité d'un outil commun. Ça va être très compliqué, puisque, évidemment, les avocats considèrent qu'ils doivent avoir un échange privilégié avec les juridictions, parce que une fois que l'huissier a assigné, c'est l'avocat qui doit aller discuter avec la juridiction. Donc, c'est difficile de faire 2 communicants avec la juridiction. Mais bon, c'est une discussion nationale. Et au plan local, l'interprofessionnalité, pour moi, la seule manière de la développer, bien entendu, il y a ces visioconférences qui nous permettent d'échanger, mais c'est tout simplement que les professions s'associent. C'est-à-dire que des cabinets en commun puissent offrir à la clientèle et donc aux justiciables et aux clients qui a besoin d'experts comptables ou d'huissiers de justice, puissent effectivement venir voir des cabinets qui se sont associés. Et là, en partant du local, peut-être qu'on viendra influencer le national, parce que je ne pense pas que ça puisse se décréter par le haut. Je pense que ça doit se décréter par le bas. Et si on arrive à avoir des cabinets groupés, de plus en plus groupés, et offrir des services communs, eh bien, automatiquement, les services en haut vont s'externaliser, vont se mettre en commun et vont s'externaliser de manière commune. Voilà. Je pense… Justement, parce que finalement, c'est le terrain qui dicte ses besoins et qui dicte ses nécessités. Qu'est-ce que vous imagineriez comme autre possibilité de remontée de terrain pour aller dans ce sens? Alors là, je laisse la parole à mes collègues. Maître Morel? Je vois que j'ai la question piège, en fait. Voilà. Juste une petite nuance sur les plateformes qui est quand même en liaison avec votre réflexion. Moi, je dois quand même rappeler que l'avocat, on a un secret professionnel spécifique. Alors, quand on commence à vouloir échanger des informations dans le cadre d'une plateforme avec d'autres métiers du droit, nous, le secret professionnel, il est d'ordre public, il est général, absolu, il est illimité dans le temps, il couvre toutes les matières et tous les supports. Nous sommes la seule profession où nous avons cette garantie pour le client et c'est vraiment important de ne pas oublier que le secret professionnel, c'est dans l'ADN de l'avocat et c'est la raison même de l'existence de notre profession en soi. Donc, quand on partage des informations avec d'autres professions, il faut que l'on ait, comme nous avons des déontologies différentes, il faut bien que l'on pense en amont à régler toutes ces difficultés. Parce que nous, avocats, nous sommes garants des confessions, si j'ose dire, du client. Alors après, les autres idées que nous pourrions faire, est-ce que c'est une remontée du terrain? On peut en parler au niveau du terrain, mais nous sommes quand même tenus par nos textes, par nos règlements, nos déontologies. Donc là où nous sommes forts dans le 06, c'est que le 06, avec la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, nous sommes quand même une région où les barreaux sont des grands barreaux,
les chambres régionales et départementales pèsent et les notaires aussi. Donc, effectivement, nous pouvons être pas précurseurs, on peut réfléchir ensemble à nos problématiques parce qu'elles sont représentatives tout de même de ce qui se vit dans beaucoup d'autres régions. Et comme nous couvrons aussi des domaines d'activité très divers, c'est là où nous pouvons être force de proposition et en parler en toute franchise comme on le fait aujourd'hui dans le cadre de votre initiative de rassemblement d'opinion. Donc voilà, moi je le verrai sous ce sens-là et c'est la raison d'Apidec aussi, qui est une initiative quand même régionale et qui est tout à fait salvatrice pour prévoir ce que l'on pourrait faire. Alors, l'interprofessionnalité, je dois quand même relever aussi que là, on aborde aussi la grande profession du droit. Parce que la grande profession du droit, est-ce qu'il y a un moment où nous avons des histoires différentes, mais est-ce que l'on ne va pas finalement vers des métiers qui seraient rassemblés avec quand même le législateur qui a semble-t-il déjà peut-être initié le sujet parce que nous avons les commissaires-priseurs judiciaires qui vont être fusionnés avec les huissiers de justice. Donc, est-ce que ça ne va pas être par voie réglementaire que l'on va se voir imposer cette profession du droit petit à petit ou est-ce à nous justement de l'influencer via nos instances, déjà via nos réunions et via nos instances ordinales? Je pense que ça serait une bonne idée qu'on aborde, qu'on soit force de proposition dans le cadre de cette interprofessionnalité-là. Voilà. Ça revient à votre question piège. Oui, c'était pas piège du tout finalement. Oui, parce qu'on s'aperçoit finalement que c'est malgré tout justement dans des départements qui sont peut-être un peu pilotes comme le nôtre que peuvent justement germer des initiatives, des idées et c'est un petit peu effectivement l'objet de la réunion de toutes vos professions aujourd'hui. Est-ce que Maître Albertini, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce thème ? Et oui, c'était pour rejoindre un peu ce que disait le bâtonnier Morel, le bâtonnier Troin. Effectivement, nous sommes pilotes dans le département et sur la cour. Pourquoi ? Enfin, jusqu'à présent, parce que je sais que Maître Lobry, comme moi, va revenir sur le sujet, mais jusqu'à présent, on était pilote. Pourquoi ? Parce qu'on avait la chance d'avoir dans ce département un maillage territorial, que ce soit au niveau des notaires ou des huissiers, sur l'ensemble du département. Et on avait des avocats, on va dire, on avait une bande qui était littorale où on avait une certaine pratique du droit et une bande un peu, je dirais pas rurale, mais semi-rurale avec, voilà, où il y avait une autre pratique du droit. On avait effectivement un panel de tout ce qui pouvait se faire dans le milieu du droit sur le département. C'était ça qui était bien. Alors, maintenant, pour les professions de Maître Lobry et la mienne, ça va un peu changer puisque les lois Macron ou la loi Macron faisant qu'on a le droit de se déplacer au bon vouloir de où se trouve l'argent et le client, on va perdre effectivement ce maillage territorial. Mais c'est vrai que la cour d'appel et le département peut être effectivement pilote sur ça parce qu'on a la possibilité d'avoir tout le panel du droit. Sur notre département. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est parti effectivement. Alors, la première association interprofessionnelle a été faite à Lyon, mais celle qui a été faite dans les Alpes-Maritimes, elle reprend toutes les professions du chiffre et du droit. On a toutes les professions du chiffre et du droit. C'est vraiment la première fois que ça se fait de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une volonté commune de ces professions-là. Alors, effectivement, comme disait le bâtonnier Troin, le futur, ça sera peut-être d'avoir des cabinets où on rentrera et au rez-de-chaussée, on ira voir son avocat qui nous orientera vers l'huissier ou vers le notaire en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça existe en plus. Oui, ça existera. Mais déjà, on sera tous effectivement, et ça sera peut-être la future profession unique du droit, mais au lieu de la subir, effectivement, il faut peut-être l'anticiper pour qu'on ne fasse pas comme ce qui nous arrive dans notre profession où du jour au lendemain, on vous dit vous allez faire 80 heures de formation pour devenir commissaire de justice et vous, les commissaires-priseurs, vous allez faire 80 heures de formation pour devenir commissaire de justice. Ce sont deux professions qui sont totalement différentes et qu'on un mariage forcé quelque part, mais personne ne l'avait demandé. Donc effectivement, plutôt que de se retrouver peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, où on nous dise vous les huissiers ou les commissaires de justice, vous serez commissaire, notaire, avocat de justice,
peut-être qu'on devrait l'anticiper et pourquoi pas, effectivement, grâce à des associations comme l'APIDEC qui permettront effectivement de travailler. Alors, l'idée de l'APIDEC, c'est pas de dire demain on monte tous des gros cabinets ou des grosses structures et des grosses holdings pour travailler tous ensemble, c'est pas ça. C'est effectivement de réfléchir sur des sujets comme celui dont on parle aujourd'hui, sur la dématérialisation, sur travailler ensemble sur des points, et ce qui permet effectivement de pouvoir être quelque part peut-être non plus seul quand on va discuter avec les administrations ou avec les juridictions, mais de se dire effectivement on a travaillé en amont parce qu'on sait que tel problème ça va concerner, et effectivement les huissiers, les avocats, on travaille constamment ensemble, donc il y a des problèmes qu'on a en commun, pourquoi aller les régler d'un côté par le biais de l'ordre des avocats et de l'autre côté par la chambre départementale, alors qu'on peut peut-être en discuter ensemble au sein de l'APIDEC et aller après discuter avec les juridictions, avec les administrations ensemble pour régler le problème. Tout à fait, parce que typiquement, là, donc, un des intervenants nous a signalé la difficulté qui est survenue pendant le confinement de l'accès au service de l'enregistrement, au service de la publicité foncière, et qui concernait finalement toutes les professions. Donc, vraiment un fort intérêt à avoir un interlocuteur commun qui porte les revendications et les besoins de tous. Si vous permettez, par rapport aux deux interventions, c'est vrai que l'APIDEC, on a déjà discuté sur deux sujets. Celui du secret professionnel, il est sacré dans notre pays et nous avons des professions. Moi, je ne vais pas faire la promotion de la profession unique du droit, bien au contraire. Mais c'est justement dans nos différences qu'on est capable de se mettre ensemble pour défendre avant tout ce qu'on appelle aujourd'hui à Bruxelles le consommateur final et lui garantir une entière sécurité. On a quand même un mauvais exemple, décidément, avec le droit anglo-saxon qui, par son insécurité, génère de l'économie, notamment, pour parler de ce que je connais, quand on sort de mon bureau après une vente immobilière, on est sûr d'être propriétaire, puisqu'on est garanti par la profession. On n'a pas besoin de souscrire, en l'occurrence, une assurance complémentaire. Je me méfie beaucoup des mouvements de Menton, justement, à Paris, à Bruxelles, qui voudraient justement, je dirais, un peu nous angliciser à ce niveau-là. Donc, on a tous besoin, et je rejoins ceux qui viennent de l'indiquer, de consacrer ce secret professionnel, ce qui ne nous empêche pas de travailler sur d'autres sujets. Et Jean-Charles Albertini savait que j'allais en parler, puisque alors, j'ai beau être notaire en centre-ville de Nice, moi, je suis très attaché au maillage territorial qui est mis en péril. Et je me demande même si ce n'est pas une manœuvre. Quand on ne pourra plus, nous tous, servir tous nos clients futiles loin de la ville, on ne répondra pas à notre besoin de service public, même quand on n'a pas une mission de service public, on a une mission de service social à ce niveau-là. Et on y est très attaché, on en a discuté. La dématérialisation pourrait tout à fait permettre, sinon d'avoir des maisons du droit avec au rez-de-chaussée une profession, au premier une deuxième, au deuxième encore une autre, pourquoi pas d'avoir des interventions en dématérialisé, si tant est que la fibre puisse desservir tout le territoire pour servir des particuliers qui n'ont pas le temps ou la possibilité de descendre jusqu'au littoral pour avoir la réponse à leurs besoins, si demain c'est le cas. Parce qu'il y a quand même un paradoxe, je trouve, c'est qu'on a tous été confinés et on a tous utilisé, peut-être parfois à outrance, l'outil de dématérialisation. Et moi, j'ai l'impression, depuis qu'on a rouvert au public, à entendre les particuliers et les chefs d'entreprise d'ailleurs, que paradoxalement, on n'a jamais eu autant besoin de présentiel. Et justement, de pouvoir rencontrer les professionnels, de rétablir un lien de confiance qui est quand même assez difficile à appréhender, du moins à nos âges, à travers un écran. Et donc, je me méfie un petit peu, si vous voulez, de cette évolution-là et d'une digitalisation en général, ou de la justice, puisqu'on y est, ou des services administratifs. Donc, oui à nos différences, oui à nos différentes offres de services, mais ça n'empêche pas justement de les discuter ensemble pour justement avoir cette complémentarité. C'est un peu comme le zéro papier. Nous, on a commencé il y a 22 ans l'aventure Lexbase et on nous parlait déjà du zéro papier. Et le seul constat que je fais, c'est que 22 ans après, alors que c'était d'actualité, hein, on n'a jamais eu autant de papier, on imprime avant même de lire. Donc, des fois, on pense qu'on va y arriver. Ce n'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé maintenant qu'on va y arriver bientôt. Enfin, voilà, ça m'a rappelé cette petite comparaison. C'est exactement ça. Ça fait partie des paradoxes. On fonce vers une solution. Alors, être plusieurs, ça permet peut-être aussi d'attirer l'attention sur différents points auxquels on ne fait pas forcément attention au sein de nos ordres. Un peu recentré sur nous-mêmes, ça nous oblige à nous ouvrir. C'est toujours positif pour tout le monde.
En tout cas, merci de mutualiser déjà les idées avant de mutualiser les moyens. Il faut bien commencer et je pense qu'à terme, c'est ce qu'il faut, c'est au moins mutualiser les bonnes idées de toutes les professions parce qu'on travaille déjà ensemble depuis l'origine. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les synergies, les sources de synergie sont quand même nombreuses et qu'il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être justement étudiés sur ce point. Est-ce que donc alors on voulait aussi donc vous relayer le message d'une avocate consoeur parisienne qui est présente dans cette visioconférence et qui donc nous remercie de l'initiative et de partager la vision des professionnels du Sud sur le thème de la dématérialisation et de l'interprofessionnalité. Est-ce que vous souhaitez intervenir avant qu'on passe à quelques questions encore? Est-ce qu'il y a un sujet qui… Madame… je crois que Madame Sylvie Roule, oui. Je veux bien intervenir parce que l'interprofessionnalité, pour nous, les experts comptables, nous avons fait plusieurs sociétés interprofessionnelles. Notamment, les premières ont été faites avec les notaires il y a quelques années, et un petit peu avec les avocats, mais c'est au balbutiement à ce niveau-là. Nous avons quand même des sociétés qui arrivent à fonctionner puisque, en fait, on règle le problème de déontologie, notamment avec des règlements intérieurs qui nous permettent justement de respecter chacune des professions. Et le but, c'est effectivement de partager le plus notre expérience et de l'enrichir au contact des professions, puisque les notaires et les avocats, c'est bien, mais encore faut-il, on en fait soit une avec les notaires, soit une avec les avocats, mais ce serait bien qu'on soit toutes les 7 professions ensemble. Tout à fait, tout à fait. Bien, je vous propose donc de demander à Franck Sabat si il y a un petit mot de conclusion que tu voudrais apporter. Non, je voulais vraiment féliciter, remercier tous les intervenants pour la qualité de ces échanges. Et je sais pas, on pense déjà aux prochaines, donc on verra. Mais on pense déjà aux prochains invités, aux prochaines thématiques, si jamais. Ouais. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les idées, toutes les initiatives que vous voulez qu'on partage ensemble, en dématérialisé ou en chair et en os. Voilà, tout à fait. Donc, avant de mettre un terme à cette visioconférence, je vous rappelle que vous allez recevoir donc le 10 juillet, donc d'ici une semaine, le lien avec l'enregistrement de la visioconférence et que évidemment vous aurez donc toutes les coordonnées des intervenants et on est à votre disposition pour si des thèmes qui auraient pu surgir aujourd'hui ou des questions ou des idées vous venez depuis cette visioconférence, n'hésitez pas à nous en faire part. Notre volonté, donc, Journal Tribune, c'est d'essayer justement d'être des artisans de ce maillage que vous évoquiez, qui consiste à ce que les professions, les territoires restent connectés et restent bien informés, parce que malgré tout, c'est important, que ce soit dématérialisé ou par la lecture d'un journal. Et donc, voilà, on souhaite toujours être présent à vos côtés pour vous permettre de vous réunir et d'en débattre. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci pour votre disponibilité. À bientôt. Merci à tous. Bientôt. Merci à tous. Et merci Sylvain. Merci à tous. De rien, c'était un plaisir.